J'accueille sans plus tarder deux personnalités qui nous font aussi l'honneur d'être parmi nous. Yves Perrier, que je veux remercier, qui est spécialiste des questions de finance. Et à ses côtés, François Ewald, qui est professeur honoraire au CNAM. Et les deux vont nous parler, notamment sur la base d'un ouvrage qu'ils ont rédigé, qui concerne l'économie politique. Vous voyez, on passe d'un sujet à l'autre, mais on est évidemment sur un sujet absolument majeur pour l'avenir de notre pays, au regard d'un certain nombre de difficultés. Mais je leur laisse sans plus tarder le micro. Merci à eux. Je vous demande à nouveau de les applaudir chaleureusement. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir invités. C'est un grand plaisir. Bon, donc, écoutez, je vais introduire un peu le livre qu'on a écrit avec François. Et puis, je pense que sur la base de cette introduction, on pourra répondre à vos questions. Tout d'abord, ce livre s'intitule « Quelle économie politique pour la France ?» Déjà, le terme économie politique, souvent on me demandait « Mais pourquoi tu appelles économie politique, pas économie tout court ?» Depuis 30 ou 40 ans, on a fait un peu de l'économie une sorte de science dure. Alors, c'était l'intérêt des économistes, comme ça, d'avoir un point. La réalité, c'est que l'économie ne peut être que... Pardon, l'économie ne peut être que politique, puisque l'économie, au fond, c'est des choses assez simples. C'est du travail et du capital qu'on met ensemble et qu'on essaye ensuite de combiner le plus efficacement pour produire des biens et services et de les partager selon des rapports de force. Donc l'économie, c'est des rapports de force, sont des interactions, sont des intérêts et ce sont des projets. Et donc c'est éminemment politique. Pourquoi ce livre? C'est parce que François et moi, on a la conscience, mais comme beaucoup de gens, ça c'est pas vraiment quelque chose de spécifique, que le pays est en déclin relatif, certes, mais en déclin, qu'il le ressent comme tel et qu'il en est assez malheureux. Donc, c'est de contribuer, au fond, à une vision, une projection qui permettent d'enrayer ce déclin. Et pourquoi? Parce que ça nous paraît non seulement souhaitable, mais ça nous paraît possible. Et je reviendrai sur ce point pour vous dire pourquoi ça nous paraît possible. Ce livre, en fait, le point de départ a été de poser un diagnostic, puisque, en fait, pour définir des solutions, encore comme en matière de médecine, faut-il poser le diagnostic. Et on a voulu poser ce diagnostic à partir un peu d'une analyse historique. C'est la première partie de ce livre, qui est une comparaison de la France et de l'Allemagne au cours des 50 dernières années, et par référence, en fait, au monde dans lequel s'est définie l'économie politique au cours de cette période, qui est l'ordre américain. Puisqu'en fait, l'ordre dans lequel on vit sur le plan économique, c'est un ordre américain, d'abord défini dans les années après la Deuxième Guerre mondiale, où les États-Unis sont vraiment la puissance dominante, et ordre qui va se transformer avec le passage d'une forme de capitalisme qu'on qualifie de fordiste, capitalisme industriel, capitalisme qui permet un développement des classes moyennes, avec le passage au début des années 80 au capitalisme financier. Alors, souvent, quand on pose le diagnostic français, on confond les symptômes et les causes. Les symptômes du problème français sont les déficits du budget, déficit de la balance commerciale, la dette qui atteint 3 000 milliards, le chômage, la baisse du pouvoir d'achat. Pour nous, ce n'est pas les causes, ce sont des symptômes. Et ce qu'on montre dans ce livre, si vous voulez, c'est que, au fond, notre thèse est de dire la cause des problèmes français, c'est le délitement du modèle gaulo-pompidolien qui se fait à partir des années 80. Alors, ce modèle gaulo-pompidolien,
C'était quoi? C'est un modèle, en fait, où l'économie est une combinaison de libéralisme, au sens de l'initiative privée, de la liberté des prix, au sens où Georges Pompidou disait « arrêtons d'emmerder les Français », et en même temps de colbertisme, c'est-à-dire d'un État stratège qui impulse via la planification, via les politiques industrielles, des grands projets. Ces grands projets, c'est le nucléaire. En 1973, le gouvernement de Pierre Messmer, président Pompidou, lance un programme de 53 centrales nucléaires qui seront réalisées en 20 ans et qui fait qu'aujourd'hui, malgré les errements de la dernière période, nous vivons avec un des meilleurs systèmes énergétiques au monde, tant en termes de prix de revient que d'impact d'émissions de CO2. C'est le programme Airbus, c'est les programmes d'autoroute. On oublie par exemple que le Minitel fut l'ancêtre d'Internet, tous ces programmes où l'État stratège impulse ce point. Et alors ce système va voler en éclats avec un point de départ, c'est 1982, les nationalisations, qui créent un schisme entre l'État et le monde patronal. Et il y a un deuxième schisme, c'est le passage à partir des années 90 de l'essentiel du capital des groupes français entre les mains des fonds anglo-saxons, c'est-à-dire des fonds américains. De 1990 à 2000, on passe de 10% du capital du CAC 40 détenu par des fonds américains à 50%. Et ça veut dire que le monde des grands groupes français va se rallier à ce capitalisme financier américain, et ce qui veut dire que, qui correspond à cette époque qui est celle de la globalisation, où ces groupes vont désindustrialiser pour aller produire dans les ateliers du monde que sont la Chine, puis ensuite le Vietnam et aujourd'hui l'Inde, etc. Et on va avoir comme objectif principal la création de valeurs boursières et non pas en fait le développement économique du pays. Les 3 pays au monde qui ont le plus désindustrialisé sont les États-Unis, l'Angleterre et la France. Et au début des années 90, ce ralliement finalement du monde de l'entreprise à ce système américain va se faire sans débat. Il y a un livre célèbre à l'époque qui est de Michel Albert, enfin célèbre dans un monde plutôt d'initiés, qui s'appelle Capitalisme contre capitalisme, et qui dit il y a 2 modes de capitalisme, le capitalisme rénant, capitalisme de long terme, d'équilibre capital-travail, c'est le capitalisme allemand, et le capitalisme anglo-saxon. Le capitalisme anglo-saxon est moins efficace, mais il va l'emporter parce que les Américains c'est devenu l'hyperpuissance au moment de la chute de l'Union soviétique. Et la France doit choisir. Et en fait, la France a choisi, mais sans parler des termes de ce choix, par la détention du capital des groupes par ces fonds américains. Ce système va perdurer et va faire 2 choses. La première, c'est que ces groupes vont se délocaliser énormément. On perd en France 2,5 millions d'emplois industriels en 25 ans. Et certains d'entre eux vont disparaître parce qu'ils se feront racheter. C'est Péchinet, c'est Arcelor, c'est Alcatel, c'est Alstom, Lafarge, pour en citer quelques autres. Et ça, c'est le grand problème français, ça a été la désindustrialisation. Et dans le même temps, l'État stratège de l'époque gaulo-pompidolienne devient un État thérapeute, c'est-à-dire un État qui compense au fond les effets de la désindustrialisation en créant des emplois de fonctionnaires, 800 000 fonctionnaires en plus sur la même période, en distribuant des aides, c'est le qui compense le RSA, etc. Et tout ça se fait sur le dos de la génération future, parce que ça se fait sur les déficits, la dette, dont j'ai dit qu'il attenait 3 000 milliards. Donc voilà le constat, c'est un désalignement politique, d'où la nécessité d'une nouvelle économie politique. La bonne nouvelle, c'est que le monde change et la façon dont il change rebat les cartes. Le premier point, il change au plan géopolitique,
C'est le passage, nous avons connu un monde bipolaire de 45 à 91, unipolaire ensuite avec l'hégémonie américaine, l'hyperpuissance américaine, pour reprendre l'expression de Védrine, au début des années 90 jusqu'à, pour moi, la crise de 2007. Et on rentre dans un monde multipolaire, non pas parce que c'est une idée, mais c'est parce que c'est un fait, parce que le centre de gravité du monde a changé. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le monde occidental, Europe et États-Unis, fait un peu moins de 10% de la population mondiale, un tiers du PIB mondial. L'Asie fait près de 60% de la population mondiale et fait aujourd'hui plus d'un tiers du PIB mondial. Et si vous vous projetez, je veux dire à 10 ans, 15 ans, ces choses vont changer. Et au fond, ce monde multipolaire, il va être caractérisé, certes, il y aura des puissances dominantes, mais ça ne sera pas uniquement un duopole Chine-États-Unis. Beaucoup de puissances sont émergentes, l'Inde, l'Arabie saoudite, l'Iran, la Turquie, la Russie, bien sûr. Et finalement, pour un pays de taille moyenne, de puissance moyenne, mais qui a les attributs de la puissance géopolitique que sont le siège au Conseil de sécurité, une défense qui lui permet l'autonomie avec le nucléaire, ça donne des marges à un pays comme la France. La deuxième raison d'optimisme sur les changements, c'est la transition énergétique. La transition énergétique, c'est quoi? C'est de remplacer 75% de l'énergie aujourd'hui qui dans le monde est fossile par de l'énergie non fossile, c'est-à-dire du renouvelable ou du nucléaire. Et en la matière, la France a un avantage important. C'est que grâce à ces décisions de Gaulle puis Pompidou des années 70, nous disposons d'un système énergétique qui, en dépit des errements des 10-15 dernières années sur le nucléaire, reste le plus performant au monde en termes de prix de revient et en termes d'impact d'émissions de CO2. L'énergie française, c'est 70% du nucléaire, 15% d'hydraulique, et puis un peu de renouvelable. Donc c'est un système qui est complètement, je veux dire, performant sur ces questions d'énergie, alors que pour le coup, si on se compare aux Allemands, eux qui avaient fait ce pari industriel, gaz russe et renouvelable, se trouvent en fait dans une situation infiniment plus difficile que la nôtre. Le troisième point, c'est qu'il y a une prise de conscience de la nécessité de la réforme de ce capitalisme financier. Souvent, si vous voulez, les débats, notamment vous qui appartenez aux Républicains, droite, sont de dire « Ah, mais soit on est libéral, soit on est étatiste, etc. » Bon. C'est des choses complètement simplificatrices. Aujourd'hui, on vit des économies qui ont besoin de continuer à être libérales au sens de l'esprit d'entreprise, mais où plus que jamais, on a besoin d'États stratèges et de politiques industrielles. Je dis souvent, est-ce que vous pensez que les Américains sont devenus socialistes avec Biden? Or, le plan Build Back Better, qui se traduit par l'IRA, plan contre l'inflation, mais en fait qui est un plan de réindustrialisation qui se traduit par le Chip Act qui vise à produire aux États-Unis les semi-conducteurs aujourd'hui produits en Corée ou à Taïwan. C'est quoi? C'est de la politique industrielle, c'est de la planification, c'est le retour de l'État. Donc il ne faut pas opposer rôle de l'État et initiative privée. Les deux doivent se marier, se composer. Mais aujourd'hui, je dirais que pour gérer cette transition énergétique, pour intégrer les contraintes de souveraineté liées au monde multipolaire, on est sorti du village global que nous décrivait Fukuyama au début des années 90, où on se disait, peu importe, on peut produire en Chine, n'importe où, ça n'a pas d'importance. On va produire à l'endroit où ça coûte le moins cher, puisque les questions de souveraineté n'existent pas, puisque, au fond, le monde est devenu occidental. En tous les cas, le monde occidental domine le monde. Et donc, il faut nécessairement retrouver la politique, il faut retrouver l'État. De même sur la transition écologique,
Elle est d'abord le fait de grandes politiques publiques en matière d'énergie, de transport, d'aménagement du territoire. Et ça, c'est le rôle de l'État de le jouer. Donc la donne change. Et ensuite, par contre, si vous voulez, il faut, c'est la dernière partie de notre livre, c'est dire il faut retrouver un projet politique fondé sur ce qu'on appelle un nouveau pacte entre l'État, l'entreprise et les citoyens, qui s'inscrivent dans une volonté de puissance. On n'existe pas si on n'est pas une puissance. Le monde, la géopolitique, mais même le monde tout court, ce n'est pas un monde de bisounours, c'est un monde de rapports de force, et qui passe par une transformation de l'État. Il nous faut un État qui soit à la fois moins coûteux et plus efficace. Je dirais souvent, pour être plus efficace, il doit être moins coûteux. Ça peut paraître un paradoxe, mais je peux élaborer là-dessus. Il faut un monde de l'entreprise, un capitalisme qui inscrive, je veux dire, l'intérêt du pays dans ses missions, c'est-à-dire qu'il se considère qu'il n'est pas là uniquement pour servir les intérêts des actionnaires, mais aussi l'intérêt du pays, pas simplement en termes de transition écologique, en termes de réindustrialisation. Et il faut des citoyens qui se mobilisent. Et soyons clairs, on écrit dans ce livre qu'il faut travailler plus. Et pourquoi ? Parce que la France est le pays au monde où, en fait, en réalité, on travaille le moins. Il y a un ratio clé qui est le nombre d'heures travaillées pour mois dans un pays divisé à la population totale, actif, inactif. En France, on travaille 15% de moins que la moyenne européenne et 25% de moins que la moyenne de l'OCDE. Pourquoi ? Parce que les jeunes rentrent trop tard sur le marché du travail, parce qu'on a inventé ce truc de 75% d'une classe d'âge au bac, etc., pour se faire plaisir, et qui a été quelque chose de profondément inefficace et démagogique. Deuxièmement, on a plus de jours de vacances. Et troisième point, on part en retraite plus tôt. Bon. Alors souvent, les économistes disent « mais on est plus productif ». Je dis oui, c'est bien connu qu'on est tellement plus intelligent que les autres qu'on peut se permettre de travailler un mois de moins par an, en fait. Et il faut se redonner les moyens politiques de cet alignement État, entreprise, citoyen. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut retrouver l'esprit de la planification qui existe dans la Ve République et qui vient d'ailleurs de Jean Monnet, qui n'était pas spécialement un gaulliste. C'est-à-dire exercice, au fond, où on se met d'accord sur les objectifs et sur le chemin. Ce n'est pas de la planification administrative où on dit le nombre de chaises de micro-ordinateurs à produire en France, mais c'est une stratégie commune. Et il faut retrouver la notion de politique industrielle. Alors, la période change parce que vous voyez ce que je vous dis là, c'est en train de devenir un peu dans l'air du temps. Il y a 2 ans, ça aurait paru, quasiment atypique, etc. Parce que les réalités, en fait, changent, etc. Et il faut, pour ça, aussi retrouver, je veux dire, une démocratie plus vivante. La démocratie n'est pas un système faible, c'est un système profondément efficace parce que c'est le système de la délibération et du consentement. Mais il faut qu'on retrouve une démocratie qu'on qualifie de substance, c'est-à-dire une démocratie qui parle des grands enjeux du pays, de l'avenir du pays, et qui ne fasse pas des questions sociétales le point essentiel. Je ne dis pas que les questions sociétales sont sans intérêt, mais il y a des questions préjudicielles qui est l'avenir du pays. Et il faut retrouver cette volonté de puissance, un rapport à l'Europe aussi qui est de faire de l'Europe un moyen, un levier, comme on disait autrefois, et non pas une fin en soi. L'Union européenne, l'Europe, a permis, et c'est pas rien, d'organiser la rivalité des nations de manière pacifique, principalement sur le terrain économique, mais elle n'a pas supprimé
la rivalité entre les nations, et donc il faut le prendre comme tel et il faut jouer notre carte avec les bons rapports de force. Vous voyez ce qui se passe sur l'énergie à l'heure actuelle par rapport aux Allemands. Il est clair qu'on a des positions orthogonales. Donc, on ne va pas imposer aux Allemands de revenir au nucléaire, mais ils ne peuvent pas nous imposer de sortir du nucléaire. Voilà. Bon, donc, c'est tout un ensemble de débats classiques et qu'il faut assumer. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Et avec François, on est à votre disposition pour répondre à vos questions. Monsieur Perrier, je suis très admiratif sur votre parcours. Moi-même étant un ancien nucléaire école, donc j'ai vu votre curriculum vitae qui est très très impressionnant. Donc vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes quand même aux manettes de l'économie française, entre autres. Donc à vous écouter, je me demande où ça se passe finalement. Qui c'est qui fait ces changements stratégiques pluriannuels? Un jour on fait le nucléaire, un jour on ne le fait pas. Ces évolutions de très long terme, vous qui êtes quand même très très bien placé, comment se fait-il qu'il y ait des changements comme ça? Bon, vous écrivez un livre, c'est très utile, mais à votre avis, dans les cercles de pouvoir, à quel moment les choix français se font? Je pense qu'en fait, on a... Enfin, moi, je suis né en 1954, donc voilà. J'estime que j'ai vécu deux époques. Alors, rétrospectivement, parce que quand je les ai vécues, je ne m'en suis pas rendu compte, j'étais trop jeune. Il y a l'époque de Gaulle-Pompidou, et éventuellement on peut mettre Giscard dans la foulée, parce que ça a continué, etc. Quelles sont les caractéristiques? La première caractéristique, je vais prendre le mot de général de Gaulle, c'est une certaine idée de la France, la grandeur, c'est une idée d'exigence. On veut faire de la France un pays puissant, qui tienne son rang, etc. Et où l'État, où la politique joue pleinement son rôle, si vous voulez. Les cercles de pouvoir à l'époque, prenons la partie industrielle dans ce livre que vraiment je vous invite à lire, sur la France, on commence par une accroche de Pompidou. Et Pompidou fait un discours à Toulouse, c'était au moment de l'inauguration du programme Airbus, et dans lequel il dit: un pays qui ne consacre pas l'effort suffisant à la recherche, à la technologie et à l'industrie est voué à la médiocrité et au déclin. Bon. Sous de Gaulle-Pompidou, vous avez tous ces projets, ces grands projets industriels qui sont faits et qui font que, début des années 70, le Hudson Institute, qui est un think tank américain, dit la France va être la grande puissance européenne à la fin des années. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Bon. Et donc là, vous avez un alignement du politique, des dirigeants d'entreprise et des dirigeants bancaires. D'autant plus que certains sont nationalisés, c'était le cas d'EDF, etc. C'était les grandes banques de l'époque, etc. Et ce qui se passe, c'est à partir de 81, c'est le désalignement. Vous savez, Mitterrand nomme Rocard ministre du Plan en 81, un peu comme Macron a nommé Bayrou. C'est pas parce qu'il croyait au plan, c'est parce qu'il considérait que le plan, il s'en foutait. Hein, c'était pour donner un placard à mettre Rocard au placard, si vous voulez. Et donc, le premier point, c'est qu'il n'y a plus de vision, plus de projet qui porte. Et vous savez, c'est comme dans une entreprise. Si vous ne fixez pas un cap dans le truc, ben chacun fait son point. Et le chacun fait, c'est que les dirigeants d'entreprise, des groupes, là, comme j'ai dit, se ralliant à partir des années 90 à la finance anglo-saxonne, le monde politique disant, mais de toute façon, ce qui est important, c'est l'Europe. C'est cette fameuse formule de Mitterrand disant, la France est ma patrie, l'Europe est mon avenir. Ça voulait dire, je ne crois plus à la France, en fait.
Il y a un moment dans les années 90 où les gens ne portent plus, ne croient plus à France. Et d'ailleurs, franchement, dans ma génération, beaucoup de gens vous posez la question en disant « Est-ce que c'est la France qui est important ou c'est l'Europe ?» Les gens vous répondez « C'est l'Europe », si vous voulez. Donc, il y a une perte vous voyez, de vision de projet. Et à partir de là, quand vous n'avez pas de cap, vous subissez tout. Vous dites l'histoire du nucléaire. L'histoire du nucléaire, c'est intéressant. La France est complètement leader sur le nucléaire. À la fin des années 90, vous avez une joint venture Siemens Framatome. Les Allemands la quittent. Pourquoi ils la quittent? Parce qu'ils auraient voulu être au moins égalitaires. Et on ne leur donne pas, on a raison. Ils disent, puisque c'est comme ça, nous, on va faire autre chose. On va faire gaz russe et renouvelable. Et on verra bien qui sera les meilleurs. Ça, c'est la pression internationale. Au niveau français, vous avez une dame qui s'appelle Madame Voynet, ministre de l'écologie, qui se vante d'avoir fait en sorte qu'au niveau européen, on torpille l'ancêtre du projet Astrid. Bah. Ensuite, vous avez la création d'un mécanisme de prix de l'électricité au niveau européen qui aboutit en fait à mutualiser la rente du nucléaire français. Bon. On ne défend pas nos intérêts, on dit ah ben c'est bon au niveau européen, c'est des trucs comme ça. Ensuite, on se dit eh ben, l'Europe veut, entre guillemets, libéraliser, alors, parce que c'était dans le truc, donc il faut libéraliser le marché de l'énergie. Mais tout libéral sérieux en économie, c'est qu'il n'y a pas, pour qu'il y ait un prix de marché, il faut qu'il y ait un marché. Or, quand vous avez un monopole structurel, c'est le cas de l'énergie, vous n'avez pas de possibilité de faire un marché. Et Marcel Boiteux, qui est décédé, je crois, hier, 101 ans, grand dirigeant d'EDF qui a fait le pilote d'EDF, disait le prix de l'énergie doit refléter, le prix de l'électricité, le coût de fabrication, comme les horloges reflètent l'heure. Il faut regarder le coût de revient de long terme, on le fait. On s'est fait imposer ça. Mais pourquoi? Parce qu'on n'avait plus de projet et on n'avait plus de boussole. Et c'est pour ça, vous voyez, je veux dire que sur cette question, libéralisme, rôle de l'État, etc., il faut retrouver des boussoles. Dans le monde de votre parti de la droite, si vous disiez à un moment donné, je pense que ça reste de temps en temps, l'État doit intervenir, vous êtes perçu comme un anti-libéral. Non. Je veux dire, l'économie, le libéralisme, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne sans règles. Ça s'organise et c'est le rôle de l'État. Et donc, à un moment donné, vous me dites pourquoi, comment se prennent ces décisions. C'est pas, je dirais, il ne faut pas le prendre d'une manière morale, encore qu'on pourrait faire un peu de morale sur le comportement, la perte de patriotisme d'un certain nombre d'élites. Mais fondamentalement, c'est l'absence de cap, de projet, l'absence de volonté et l'absence de système de gouvernance qui aligne tout le monde. Merci. Juste, effectivement, vous avez parlé de la stratégie de puissance, qui est effectivement, je pense, une voie très intéressante. Mais dans ce nouveau pacte, moi, ce qui m'impressionne, c'est les évolutions culturelles. On sent qu'il y a une partie quand même de l'opinion de tous les pays occidentaux qui prêchent maintenant la décroissance. Il y a une défiance vis-à-vis du progrès technique et du progrès scientifique. Et il y a un rapport au travail qui est en train d'évoluer très défavorablement. Comment on peut avoir une stratégie de puissance quand on a ces trois vecteurs-là et qu'on a finalement des opinions publiques dans les pays occidentaux qui se démobilisent sur ces questions-là? Alors, d'abord, vous avez raison de dire, j'ai dit à l'économie, une économie qui marche bien, c'est du travail et du capital, le plus possible de travail et de capital utilisé efficacement. Bon, la question du travail, elle est centrale. Alors, on a vécu, François me rappelait en fait qu'en 81, on avait quand même été le seul pays à avoir un ministère du temps libre. Hein. Donc, en fait, on est rentré en fait, dans un point qui était, au fond, travaillons de moins en moins pour avoir le plus de temps libre qui a été
je veux dire, un truc culturel. Alors, quand on dit tous les pays occidentaux, vous savez, les États-Unis, vous avez 3 semaines de vacances par an. Hein. La retraite aux États-Unis, c'est plutôt à 70 ans hein, que les gens la prennent. Donc, voilà, c'est à nuancer. Le deuxième, mais c'est vrai qu'il y a eu un mouvement de ce type. En même temps, je pense qu'il ne faut pas non plus surestimer le mouvement. Je pense que ces questions, quand on dit décroissance, et comme les questions écologiques, concernent pour moi certaines sphères de la société, plutôt celles du haut. Mais quand je vois mes amis à la campagne, enfin de la France périphérique, ils sont contre. Leur sujet, c'est d'avoir un boulot, et un bon boulot plutôt bien payé. Hein. Je veux dire, ils ne sont pas encore passés dans ce point-là. Et après, comment dire, il faut aussi, je veux dire, c'est une responsabilité des politiques, c'est une responsabilité de tous les clercs de revaloriser le travail comme valeur, le travail émancipateur. Et il y a quand même des évolutions. Il y avait eu une controverse dans la gauche il y a à peu près 1 an, parce que Roussel, le secrétaire général du Parti communiste, avait dit nous, on est pour voilà, le travail, une émancipation par le travail et pas par l'assistance. Et ça lui avait valu des critiques virulentes des écologistes et de la France insoumise sur ce thème-là. Donc voilà, je pense que les choses... Et il faut aussi revaloriser le travail de 2 façons. La rémunération. Je veux dire, on dit, il faut que... Vous savez, je prends souvent l'exemple de la Suisse, où il n'y a que 40% d'une classe d'âge qui a le bac, mais où personne en Suisse commence à moins de 4 500 € par mois. Ils vont souvent lycée professionnel, apprentissage, etc. Mais comme la Suisse est restée un pays très industriel, ils gagnent bien leur vie. Et le deuxième point, quelque chose auquel je crois, il faut retrouver un nouvel équilibre capital-travail dans les entreprises. C'est pour ça que je suis partisan qu'il y ait plus de salariés dans les conseils d'administration. Quand on parle du modèle allemand, on parle souvent des réformes Schröder, des petits jobs peu payés, etc. On oublie que le modèle allemand, c'est un modèle où dans les entreprises, dans les conseils de surveillance allemands, vous avez 50% de représentants des actionnaires, 50% des salariés, et il y a un dialogue permanent. Voilà, donc... puis alors le dernier point, c'est autour des questions d'aménagement des locaux de télétravail. Je me suis toujours battu contre ce système qui consiste à faire en sorte que les bureaux soient de moins en moins agréables, puisqu'on supprime les bureaux, on fait des flex-office, etc. Et après, on s'étonne que les gens préfèrent travailler à la maison. Je dis, rendons l'espace bureau agréable et les gens ont peut-être plus envie de venir au travail. Donc, je crois que cette question-là, c'est pas une fatalité. Et le rôle des élites, des clercs en général, c'est de porter des systèmes de valeurs vis-à-vis des gens. Voilà. C'est notre responsabilité, je considère, si les gens considèrent que le boulot est devenu chiant et n'est plus une valeur centrale. Bonjour. Excusez-moi. Oui. Alors, le monde ces 40 dernières années, sous l'influence justement américaine, le monde de l'entreprise, le capitalisme, c'est le capitalisme, je vais dire, Friedmanien, Milton Friedman, c'est un économiste américain dans les années 60, qui dit les entreprises sont là pour servir les intérêts des actionnaires. Point. Et à l'État de gérer le reste, pour faire ça. Donc c'est pas, il n'y a pas d'État, mais c'est à l'État de gérer le reste, mais il y a une frontière. Donc, voilà. Et on est sorti aux États-Unis d'un système qui était le capitalisme fordien, qui était caractérisé par les 3 big government, big business et big labor. Labor, c'est le syndicat. C'est un système d'équilibre comme ça. Et donc, maintenant, c'est l'actionnaire. Bon. Et ce système fait que, aux États-Unis, on a désindustrialisé.
En Angleterre, on a désindustrialisé. Et en France, on a désindustrialisé. Pourquoi? Parce que il valait mieux produire en Chine, en Inde, parce que du point de vue de la profitabilité, c'était plus intéressant que de produire à Détroit ou à Montbéliard ou à Billancourt. Voilà. Et de même, comme les marchés se créaient des classes moyennes dans ces pays, il valait mieux aller acheter une entreprise dans ces pays pour se développer. En termes de profit financier, c'est plus intéressant. La contrepartie de ça, c'est qu'on a affaibli, voire dans certains cas, détruit les classes moyennes dans ces pays. Au fond, je cite toujours cet exemple, quand Trump a été élu aux États-Unis, dans les États qui ont basculé, vous avez le Michigan. Michigan, vous avez Détroit, l'industrie automobile. Et pour la première fois, il avait voté républicain. Et la raison pour laquelle il votait républicain, c'est qu'avec le traité de l'ALENA, qui a été conçu par Bush et mis en place par Clinton, en fait, énormément de constructeurs automobiles ont délocalisé au Mexique. Ce qu'ils n'ont pas délocalisé, ils ont réduit les salaires, les pensions de retraite, etc. Et ce qui fait que le nom de Clinton aux États-Unis, au Michigan, c'est un nom qui était honni sur ce point-là. Bon. Quand vous regardez la carte du Brexit, vous voyez que Londres a voté Remain et que Birmingham, ces régions-là, les Midlands, ont voté. Pourquoi? Parce qu'on a désindustrialisé. Quand vous prenez la carte du vote en France, du vote Front National, c'était montré par Éric Joly, par Fourquet, etc., c'est la carte de la désindustrialisation française, si vous voulez. Et donc, si vous voulez, je veux dire, ce système, en fait, doit être réformé parce qu'il faut... Et on n'a pas le choix, parce qu'aujourd'hui, avec les questions de souveraineté et de transition énergétique, il faut absolument réindustrialiser le pays. Et ce qui est nouveau, et je veux dire plutôt important, c'est que ce thème-là, confère la loi de réindustrialisation verte de Bercy, etc., c'est en train de devenir la question. Mais ça va être la mère de toutes les batailles de la période qui vient. Ah, excusez-moi, non, j'ai fait la dérive. Et alors, donc, vous avez un virage qui est fait aujourd'hui, qui est de dire l'entreprise doit servir pas simplement les intérêts des actionnaires, elle doit servir l'intérêt général. D'où l'entreprise à mission, d'où les questions d'investissement responsable, de SG, etc. Mais moi, je dis la vraie entreprise à mission, aujourd'hui, le capitalisme, c'est ce qu'on dit avec François, il doit servir l'intérêt du pays. C'est-à-dire que l'intérêt national, parce qu'aujourd'hui, on vit une époque des causes. Il faut servir la cause de la planète, la cause de la diversité, la cause de ça. Et il y a une cause qu'on oublie, ça s'appelle l'intérêt du pays. Ah ben oui, mais c'est quand même la base, puisque en tant que nation, c'est le pays. Et la démocratie, elle se fait dans le cadre national. Et donc tout projet politique doit retrouver, comme c'était le cas dans les années 60-70, l'intérêt national. Ce n'est pas un gros mot. Les Américains l'assument. Les Japonais l'assument. Les Allemands l'assument. Les Coréens l'assument. Les Hindous l'assument. Les Chinois l'assument. Les Anglais l'assument. Il n'y a qu'en France que, en fait, servir l'intérêt national est presque paru, à un moment donné, un gros mot. Bonjour Monsieur Perrier. J'avais une question pour vous et pour Monsieur Ewald, qui est la suivante. Comment est-ce qu'on règle l'opposition apparente entre, d'un point de vue, la nécessité de renforcer et développer nos fonctions publiques, l'école, la police, la justice par exemple, les hôpitaux, et d'un autre côté, la nécessité de réduire notre dette publique intérieure, qui semble donc aller en contradiction l'une avec l'autre, mais qui, d'un côté, sont également une nécessité pour renforcer l'intérêt national, quand on a une police forte, un État fort, une armée forte et une bonne santé pour nos concitoyens. Et d'un autre côté, la nécessité aussi de peut-être alléger l'impôt et donc la dette publique.
Alors, il faut alléger les dépenses. Je prétends que pour renforcer l'efficacité de la dépense publique, il faut dépenser moins. Pas bizarre, mais c'est comme ça. Parce qu'en général, quand on ouvre ce débat-là, on dit oui, mais attendez, vous voulez dire qu'il y a trop d'infirmières, trop de policiers, trop de juges, etc. Bon. La réalité, c'est qu'il y a 5,5 millions de fonctionnaires en France. Bon. Et que j'ai dit qu'on avait supprimé 2,5 millions d'emplois industriels ces 20-25 dernières années, et on a créé à peu près 800 000 emplois de fonctionnaires. On ne les a pas créés d'abord dans les hôpitaux, même dans les profs, et dans les postes de policiers. On les a créés parce que notre millefeuille territorial fait qu'on a empilé le niveau national et le niveau territorial, qu'on a créé des agences multiples et variées qui ont créé, donc pas de ces fonctionnaires-là. Donc, premier point, on peut réduire énormément dans ces fonctions administratives. Je veux dire, franchement, il n'y a pas un Français qui ne trouve pas qu'on paie trop d'impôts, mais il n'y a pas un Français qui n'a jamais expérimenté, je veux dire, les méandres de la bureaucratie française. Bon. Donc, quelque part, réduire, je dirais d'une certaine façon, on ne réduira pas la bureaucratie si on ne réduit pas le nombre des bureaucrates. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'efficacité de la dépense publique. Je vais vous prendre un exemple. Donc, je vous ai dit qu'en Suisse, 40% d'une classe d'âge a le bac. Donc, ça veut dire que les Suisses qui ne vont pas au bac, qui s'appelle la maturité, ils font enseignement technique, apprentissage, et à 19-20 ans, ils rentrent sur le marché du travail. Et pas un ne gagne moins de 4 500 € par mois. En France, 75% ont le bac, donc ils vont à l'université. Et j'ai entendu qu'il y avait même un débat pour dire maintenant ça doit être 100% le bac. Bon. Mais ça veut dire que dans l'université, face à ces 75%, il faut mettre des profs, il faut mettre des locaux, il faut mettre des choses comme ça. Bon. Si on avait le système suisse, on aurait moins besoin de profs et ils pourraient être mieux payés. On aurait moins besoin de locaux et ils pourraient être... voilà. Deuxième exemple, système de santé, qui n'est pas si mauvais que ça dans sa concept en France. Hein, parce qu'il ne faut pas que dans toutes ces affaires, je veux dire, on jette le bébé avec l'eau du bain. Moi, je suis désolé, le système de santé français, on peut en être fier par rapport au système anglo-saxon. Tout le monde peut aller se faire soigner. De même, le système éducatif français, c'était un des meilleurs au monde, reconnu comme tel. Disons, il y a 30-40 ans. Il y a 30-40 ans. Mais on a un tiers de dépenses administratives depuis qu'on a créé les ARS, les machins, les trucs, les bidules, etc. On peut supprimer de ces dépenses administratives qui ne servent à rien en donnant plus de responsabilités aux chefs de médecine, etc. On pourrait mieux payer la médecine de ville, etc., ce qui désengorgerait les urgences, etc. Donc, ce n'est pas qu'une question de quantité d'argent. C'est une question d'efficacité, c'est une question de responsabilité. Oui, bonjour Monsieur Perrier. Je m'appelle Nicolas, je viens de Haute-Savoie. Ouais, vous êtes de Sionzier, me semble. Oui. Et donc, vous dites que le capitalisme doit servir l'intérêt du pays, mais est-ce que ce n'est pas un peu utopiste de dire ça, enfin, d'attendre cela des entreprises? Et comment est-ce qu'on peut y arriver? Comment est-ce qu'on peut parvenir à ce que les entreprises servent l'intérêt général du peuple en général? Si vous voulez, alors c'est intéressant, vous êtes de quelle ville de Haute-Savoie? Ah ben moi j'étais au collège, à Thonon-les-Bains. Bon. En Haute-Savoie, moi, Sionzier-Cluses, c'est un truc industriel. Hein, 10 à 12 000 emplois industriels dans le décolletage, etc. Entreprise familiale, taille moyenne. Etc. Bon, des gens qui veulent profiter de l'entreprise, mais qui s'inscrivent dans le long terme. Et donc, qui ont fait le développement de la région. Le capitalisme allemand est un capitalisme.
Mais c'est un capitalisme à base nationale, familiale, capitaliste de long terme principalement. Donc il faut retrouver un capitalisme en France qui réinscrive le long terme dans son ADN et qui réinscrive l'intérêt du pays dans son ADN. Et alors, pour favoriser ce capitalisme de long terme, il y a plusieurs manières. Vous avez la fiscalité. Par exemple, permettre la transmission des entreprises sans fiscalité, c'est important. Vous avez de favoriser celles qui investissent dans le pays via des amortissements, etc., accélérés. C'est possible. Donc, l'État a un rôle à jouer pour créer un cadre réglementaire et fiscal qui soit plus favorable à ces entreprises qui pénalisent les autres. Mais c'est un point, si vous voulez, qui est fondamental pour l'avenir du pays. Je vais partir d'une controverse qu'il y a eu dans la dernière période sur le montant des dividendes versés par les entreprises du CAC 40. 80 milliards d'euros, les plus élevés historiques. Les gens critiques par rapport du capitalisme que vous avez trouvé à gauche, etc., vont dire mais c'est absolument scandaleux, autant de dividendes versés. Les libéraux, comme on dit chez nous, la droite, dire mais comment non, c'est très bien qu'on verse autant de dividendes. Mais personne ne pointe du doigt une chose, c'est que sur les 80 milliards de dividendes versés, il y en a 40 milliards qui traversent l'Atlantique. Parce que c'est la détention, les fonds américains. L'équivalent en Allemagne, il y en a 80% qui seraient restés en Allemagne, donc qui est réinvesti dans le pays. Ce que je veux dire, c'est qu'on revient à la question, il faut réencastrer ce capitalisme dans les intérêts, dans l'intérêt général de la mission et dans l'intérêt du pays. Mais encore faut-il qu'on l'exprime et faut-il qu'on l'organise, si vous voulez. Bonjour Monsieur Perrier, Jean-Paul Saint, Paris 15, consultant en entreprise justement. Est-ce que de ce fait, on ne devrait pas utiliser ce qu'on appelle la comptabilité pour mettre à l'intérieur un peu de souveraineté nationale, puisque là finalement c'est exclusivement tourné vers la finance et pas vis-à-vis d'une certaine souveraineté. Si on prend d'autres États, par exemple la Chine, le fait que l'entreprise ne puisse pas être prise par un autre pays, d'un point de vue sécurité, d'un point de vue capitalistique, bon, ils se protègent bien avec ça. Petite question européenne, comment faire converger les énergies économiques quand certains pays font du dumping et récupèrent nos entreprises? Je pense peut-être à Renault, à Peugeot, qui sont partis aux Pays-Bas. Comment faire pour éviter cela? Comment faire pour que les Pays-Bas, qui a toujours fait beaucoup d'argent avec de l'import, puissent viser peut-être plus l'export, plus l'Europe, plutôt que de sa propre finance? Et peut-être une petite dernière question, si vous me permettez. On parle souvent du problème du dollar, qu'on est assujetti aux Anglais, aux Américains avec le dollar. Est-ce qu'on doit sortir du G20 et aller dans les BRICS? Merci bien. Alors, je vais prendre la dernière. Il y avait une formule d'un secrétaire d'État américain au Trésor qui disait le dollar, c'est notre monnaie, c'est votre problème. Bon, quand il y a eu en 73, Nixon décide de sortir Bretton Woods, c'est-à-dire la convertibilité du dollar en or, parce qu'ils ont plein de déficits. Et à un moment donné, si les Français et les Allemands avaient réclamé les réserves d'or, toutes celles de Fort Knox, il n'y en avait plus. Bon. On vit dans un système de domination américaine. Il faut appeler un chat, surtout depuis 90, c'est-à-dire que le système financier est un élément de la domination américaine. Bon. Ce qui est nouveau, c'est qu'il est contesté. On parle de dédollarisation. Il est contesté par la Chine, par l'Inde, par des nouveaux pays. Je disais que maintenant, 50% du commerce chinois est réglé en yuan. L'Arabie saoudite se fait régler maintenant une partie du pétrole acheté par les Chinois en yuan. Bon. Donc,
c'est un mouvement qui va se poursuivre, puisque si vous voulez ce qu'on appelle les BRICS, au fond, c'est des pays qui n'ont pas d'unité idéologique, mais qui ont une unité commune, c'est qu'ils ne veulent plus de la domination occidentale, c'est-à-dire de la domination américaine. Et comme ils sont de plus en plus puissants, ils vont de plus en plus contester ce point-là. Et pour un pays comme la France, c'est là que le monde multipolaire donne des possibilités de jouer. Donc, on est dans le monde occidental, le monde européen, et donc c'est un fait, et il a encore beaucoup d'avantages. Je ne suis pas là en termes de dire qu'il y a une supériorité au monde des BRICS par rapport au monde occidental, en termes de valeurs, choses de ce type. Mais il faut partir des réalités. Les 3 premières puissances au monde en 2050 seront les États-Unis, la Chine et l'Inde. L'Inde est déjà devenue la 3e puissance mondiale quand on raisonne en PIB, en parité de pouvoir d'achat. Un pays comme le Vietnam, 100 millions d'habitants, se développe à la vitesse grand V. L'Indonésie va se développer. Le Golfe regorge d'argent. Donc, il faut jouer la partie avec ces réalités. Alors après, vous me disiez l'Europe. Il y a du dumping fiscal et il y a du dumping social. C'est les pays de l'Est. C'est pas pour rien que la Dacia est faite en Roumanie. Je veux dire, bon. Ça, c'est une réalité. Si vous voulez, l'Europe, il faut la voir telle qu'elle est. C'était construit, les 2 principaux éléments de l'Europe, la construction européenne, c'est le marché unique. Et c'est un marché ouvert, fondé sur la concurrence et ouvert à tout le monde. C'était la conception anglo-saxonne, anglaise de l'époque. Et c'est la monnaie unique. Mais il n'y a jamais eu de volonté, alors là on bouge un peu, de politique industrielle, jamais de volonté de défense commune, de points communs. Donc c'est la réalité européenne. Il faut la prendre pour tout ce qu'elle est et rien que ce qu'elle est. Tout à l'heure, vous étiez en train de citer l'Allemagne en exemple, notamment pour le fait qu'ils demandent à des employés de venir dans les conseils d'administration, et surtout le capital de BMW, Volkswagen, Mercedes sont tenus par les lenders. Oui. Il y a bien une convergence d'intérêts à garder dans la région l'entreprise. Alors que si nous, on était État, on serait pas notre État, c'est des problèmes de gestion des avoirs, nous, de boîtes privées, mais si c'est à l'intérieur des lenders, enfin des régions, il y a une convergence. Non mais c'est ce qu'on développe avec François. On est d'accord avec ça. Et soyons clairs, quand on dit l'État, parce que je veux dire aujourd'hui, il est de bon ton de dire l'État, c'est un désastre, il gère mal, etc. Enfin, je rappelle que Renault a été une entreprise nationalisée, a été une très grande réussite, jusqu'à des difficultés dans les années 80, mais même les a surmontées. Peugeot, entreprise privée, a eu des difficultés. EDF a été une immense réussite. Je veux dire, la SNCF a fait Concorde. Toute la politique industrielle sous Pompidou, parce que inversement, je peux vous citer aussi des entreprises privées qui ont été des désastres. La Compagnie Générale d'Électricité était au début des années 90 plus importante que Siemens. Sous l'impulsion de quelqu'un qui s'appelle Tchuruk, elle a été détruite. Ce n'est pas l'État qui a expliqué à Tchuruk qu'il fallait avoir une stratégie d'industrie sans usine. Ce n'est pas l'État qui a été expliqué au patron de Lafarge qu'il fallait qu'il achète trop cher une boîte en Égypte, qui fait qu'un jour, il a été tellement affaibli qu'il s'est fait manger. Donc, l'idée que, d'un côté, il y aurait une gestion privée qui serait alors hyper efficiente et une gestion publique qui soit inefficiente, c'est une idée fausse. En réalité, il faut remettre chacun à sa place. Il faut remettre l'Église au centre du village. Et l'Église au centre du village, c'est l'intérêt général qui doit primer. Et qui d'autre que l'État peut exprimer l'intérêt général?
Donc je ne suis pas en train de vouloir une politique étatiste, mais je suis pour une politique où l'État joue pleinement son rôle, ce qui se passait dans l'époque de Gaulle-Pompidou. Hein. Et ce n'était pas une époque socialiste, à ce que je sache. C'était une époque gaulliste. Et je vous dis ça pourquoi je suis toujours quand même un peu frappé de voir comment, entre guillemets à droite, on a par rapport à l'État une forme de... Il faut un État réformé, il faut un État efficace. Mais si vous voulez, qui d'autre qu'en France que l'État va pouvoir faire ça? Parce que n'oubliez pas une chose, c'est qu'on a une différence avec les Allemands, avec les Suisses. On n'est pas un pays de consensus et de culture commune. En Suisse, personne ne connaît le président de la Confédération helvétique. Parce qu'au fond, les Suisses, ils peuvent se passer de la politique, ils s'alignent en permanence tout seuls en votant. La France, c'est un pays aux 250 fromages. Et c'est un pays qui a besoin d'un État puissant et fort. Voilà. Merci.